Yo, salut l'équipe, bienvenue dans notre nouveau concept, on va appeler ça bienvenue chez les psys. Vous avez été nombreux à envoyer vos questions, franchement j'ai été surpris et ravi en même temps. J'ai comme l'impression que vous aimez le délire, alors je pense qu'on va faire ça de manière chronique. Je sais pas encore à quelle fréquence on va tourner, à quelle fréquence on va sortir des concepts comme ça, mais ça va revenir. Alors bienvenue pour la première partie ou pour le premier épisode, je réponds à toutes vos questions. Bref. Ok, on est parti pour la première question. Donc ça dit, si tu devrais revivre ta vie exactement telle que tu l'as vécue, est-ce que tu accepterais? Ça commence fort, direct. Est-ce que j'accepterais? Je sais pas. Ça fluctue. Il y a des jours où oui, il y a des jours où non. Je pense que je pourrais vraiment répondre à cette question en fin de vie, tu sais, sur mon lit juste avant de rendre l'âme. Je pense que c'est à ce moment-là que je pourrais réellement répondre à cette question. Par contre, actuellement, je fais tout pour vivre une vie que j'aimerais revivre. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça. La seconde question, est-ce que tu penses que la musique t'a choisi ou que c'est toi qui as choisi la musique? Un peu des deux, un mélange des deux, je crois. Je sais pas exactement qui a choisi qui, mais aujourd'hui, le fait d'être artiste, ça conditionne ma vie. Ça conditionne même le choix de vie. Encore dernièrement, je crois, je parlais avec mon père et il m'a sorti une phrase comme ça. Il m'a demandé si je me rappelais encore ce que j'étais ou qui j'étais avant d'être musicien. Ça m'a fait rire, mais après, ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que je me souviens même plus à quoi j'aspirais avant d'être vraiment dans la musique, quoi, tu vois. Est-ce que la musique m'a choisi? Je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai choisi la musique? Je sais pas. Mais les choix des vies ont fait que la musique et moi, on est ensemble. On est mariés. Qui a dragué qui? Je me souviens plus. Mais on est juste ensemble. Ok. Troisième question. Avec ce que tu as déjà accompli dans la musique, actuellement, est-ce que tu es satisfait? Oui et non. Oui et non, c'est ambivalent. Satisfait, oui, parce que quand même, en 10 mois, on a pu être hyper productif. En 10 mois, on a plus largement, même en 9 ans, on a été productif, on a fait quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que les 9 ans avec les GSQ, plus ma carrière solo, on a pu créer quelque chose. Après, est-ce que je suis arrivé à ce que moi j'entrevois dans ma tête par rapport à ma musique? Non, pas encore. Tu sais, à chaque fois que, comme le dit Joe Kimoun, tu chantes bien, enfin, tu rappes bien, Joe Kimoun, t'as une belle plume, ça me fait plaisir, tu vois. Ça flatte mon ego. Je suis un artiste, je suis un rappeur, je suis un être humain. Ça flatte mon ego. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui reste, tu vois? Ma plus grande satisfaction serait que qu'il y ait des gens qui arrivent à se connecter à cette musique. Nekfeu dit, je sais ce que ça fait d'écouter du rap et se sentir compris. Pour moi, c'est ça l'aboutissement. C'est que qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté du téléphone qui, quand il écoute ma musique, se sent compris. J'aimerais beaucoup plus de retours comme ça. C'est vrai que j'en ai déjà eu et je te mens pas, ça, pour moi, c'est plus qu'un disque d'or. Et je veux avoir plus de retours comme ça. Quand on a un ratio plus de retours comme ça que de Joe Kimoun qui rappe bien, je pense que là, on va commencer à toucher enfin quelque chose. Question suivante. Est-ce que tu fais de la musique pour exprimer qui tu es ou pour devenir qui tu aimerais être? Waouh! Elle est technique, celle-là. Un peu de deux aussi. Parce que en exprimant chaque jour qui on est, on devient ce qu'on est. Tu sais, c'est une répétition, quoi. Tu vois. Chaque jour, en répétant quelque chose, quand tu répètes une habitude, ça devient un caractère. Et c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que j'exprime qui je suis dans ma musique, j'affirme juste ce que je suis. J'affirme juste ce à quoi j'aspire. Tu vois, tout à l'heure, je viens de te dire que j'aimerais qu'il y ait plus de retours du genre on se comprend, quoi. Tu vois. Mais plus je travaille sur ça, plus il y a un retour sur ça.
Et c'est comme ça que je vois les choses. Du coup, je parle toujours de moi, je parle toujours de ce qui fait moi, tu vois, en espérant que ça résonne avec les autres et que ça fasse en sorte que et moi et les autres, ben, qu'on s'affirme dans l'être, dans être nous. C'est un peu ça. La seconde question, est-ce que tu fais de la musique? Ah, ok, c'est déjà fait. As-tu déjà créé une chanson que tu aimes tellement que tu n'as pas voulu la partager? Et si oui, pourquoi? Waouh! Une chanson. En réalité, il n'y a pas une chanson que j'aime plus qu'une autre. J'aime toutes mes chansons, même diapason, pratiquement. Mais seulement, il y a un projet que j'ai créé. Je l'ai pas sorti avant, parce que j'estimais que il n'y avait pas encore les bons biais de compréhension du projet. Il s'agit de mon album qui sortira l'année prochaine. Le premier projet que j'ai conçu vraiment en termes de carrière solo. Mais je l'ai pas sorti parce que j'estimais il fallait créer encore des biais de compréhension, tu vois. Il fallait mettre un univers autour de la chose avant de sortir le projet. C'est comme ça qu'on est parti sur 3 EP, Maïeutique, Presque Bleu et Synesthésie. Maintenant là, je pense que ouais, il y a ce qu'il faut pour la sortie de l'album. Mais j'ai jamais vraiment fait une chanson que j'aimais plus qu'une autre, parce que pour moi c'est toutes mes chansons c'est comme mes enfants, tu vois. Je sais pas si la préférence égale à aimer plus qu'une autre, mais circonstanciellement il y a des chansons que je préfère par rapport à d'autres, mais ça varie, tu vois. C'est par rapport aux moods, par rapport à la prose, par exemple, par rapport à ce que j'ai traversé pendant que j'écris la chanson, à ce que je traverse pendant que je réécoute le projet. Mais initialement, il n'y a pas de chansons que j'aime plus qu'une autre. J'aime toutes les chansons au même niveau, pratiquement. La seconde question, si tu pouvais remonter le temps et donner un conseil au toi du début, ce serait quoi comme conseil? Ne lâche rien. Ne lâche rien, petit, ça sera chaud. Ça sera trop chaud. Ne lâche rien, t'as choisi quelque chose, assume ton choix jusqu'au bout. Ça va être difficile, vraiment difficile. Parfois, tu auras envie de tout lâcher. C'est normal, ça arrive. Mais ne lâche rien. Continue et tu verras que t'as eu raison de faire ton choix, quoi. Donc, c'est ça le conseil. Et c'est le conseil que je donne à tous les jeunes qui se lancent aujourd'hui. Ne lâchez rien, les gars. C'est pas censé être facile. C'est juste censé être possible. Et c'est possible. C'est pour ça qu'on continue. Seconde question. Quel est ton rituel avant de monter sur scène ou d'enregistrer? Mon rituel avant d'enregistrer, déjà avant de monter sur scène, je suis à jeun. 24 heures avant de monter sur scène, je suis à jeun. Je ne mange pas, mais parce que je suis hyper énergétique sur scène, je me permets quand même de boire quelque chose, un jus de fruits de préférence. Avant d'enregistrer, j'enregistre toujours pieds nus. Je retire mes chaussures. Il y a beaucoup des beatmakers et d'ingés qui m'ont regardé étrangement quand j'ai fait ça. Enfin, ceux qui ont travaillé avec moi pour la première fois, ceux qui sont pas habitués. C'est simplement parce que, tu sais, pendant que j'enregistre, tu vois, pendant que je suis devant le micro, je suis entre ciel et terre, tu vois. C'est à ce moment-là que l'invisible et le visible se rencontrent, quoi. Tu vois, c'est l'invisible, ce qu'il y a là-dedans, qui se rencontre avec le physique, qui est le micro, pour donner quelque chose qui ne m'appartient même plus, tu vois. Parce que pour moi, j'estime que les artistes, on est des réceptacles. On reçoit des histoires qu'on transmet, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a cet échange. Et c'est un peu ce que Dieu a dit à Moïse. Les lieux sur lesquels t'es debout, là, c'est un lieu saint. C'est un lieu pour moi, c'est un lieu de création. Alors, je le sanctifie et c'est une manière de sanctifier ces lieux. Je retire mes bagoufs. Et ça me permet aussi d'être ancré dans le moment présent, être pieds nus sur la terre. Ça me permet d'être ancré dans le moment présent et d'être totalement présent dans ce que j'ai fait, dans ma musique, en gros, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Seconde question, on est où là?
Une dernière question, est-ce que la musique te rend heureux? Une dernière question, pourquoi? Ah, c'est la même personne qui m'a posé 4 questions, c'est fou ça. Est-ce que la musique me rend heureux? Je sais pas. Je sais déjà pas c'est quoi être heureux. Je voudrais déjà que j'arrive à comprendre le concept être heureux pour savoir si la musique me rend heureux. Je sais pas. Je sais pas si je suis quelqu'un d'heureux dans la vie. Je ne pense pas. Je pense que je suis une âme triste, essentiellement, initialement, mais qui arrive à apprécier des bons moments. Tu sais, il y a tellement de belles choses dans la vie. Et j'arrive à être émerveillé. Tu vois, il y a des moments d'émerveillement. Quand je pratique mon art, quand je fais ma musique, je suis émerveillé. Quand je mange, je suis émerveillé. Quand je passe du temps avec mes gens, je suis émerveillé. Mais est-ce que la musique me rend heureux? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Tu vois, c'est les genres des questions auxquelles il faudrait que je réponde en fin de vie. Je crois que je pourrais répondre vraiment en fin de vie. Pour le moment, je sais pas. Je ne sais même pas c'est quoi réellement les bonheurs. J'ai des moments d'émerveillement. J'ai déjà été content. Je suis content par moments. Mais les bonheurs, c'est un concept sur lequel moi-même, je suis pas encore d'accord. On n'est pas d'accord. On est trop nombreux là-dedans. On n'est pas tous d'accord dessus. Donc, je pourrais pas vraiment répondre à cette question. Tu parles beaucoup de la mort dans ta musique. C'est quoi le rapport que tu entretiens avec elle? La mort, j'ai pas peur de la mort parce que j'estime que je suis déjà mort. Et j'ai juste demandé à Dieu de me ramener à la vie. J'ai demandé à la vie de m'accorder du temps, le temps d'exprimer juste ce que je suis, le temps de m'accomplir en tant que personne, quoi, en tant qu'être humain. J'ai pas peur de la mort parce que au final on meurt tous, quoi. Tu vois. Par contre, j'ai peur de ne pas vivre. J'ai peur de ne pas être ce que je suis, de ne pas avoir le temps d'affirmer l'être que je suis. J'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour me connaître, pour me découvrir. J'ai peur de mourir sans vivre. Pas de mourir parce que la mort, bah, elle viendra compte fait. Elle sera là. Et elle est toujours à l'heure, tu vois. La mort, elle n'est pas congolaise. Elle est toujours à l'heure. Elle sera là. J'ai pas peur d'elle. J'ai plutôt peur de pas mourir, de pas vivre, de pas assez vivre, de pas profiter pleinement de la vie. C'est ma plus grande peur en soi. La mort, non, ça va. Seconde question. Est-ce qu'un artiste s'appartient encore une fois qu'il est écouté par des millions de personnes? Waouh, ça c'est une très belle question. Je dirais oui et non. Non dans la mesure où quand on s'exerce à être un artiste indépendant, la musique t'appartient encore. Parce que l'indépendance, ça commence déjà par ça, par garder un contrôle sur les processus créatifs, mais aussi sur tes masters. Mais après, quand on est écouté par des millions de personnes, ça, naturellement, ça fait que t'es bankable et donc t'attires des majors. Tu vois, ou t'attires d'autres labels ou d'autres maisons de distribution. Même ici chez nous, dans notre industrie qui est encore énormément bancale, ça se passe comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ça? Moi, par exemple, pendant que je suis là, tout de suite, je suis un artiste indépendant. Mon processus, c'est le suivant. Quand je travaille, j'écris mes textes, je fais mes top lines moi-même. Donc, je fais appel aux beatmakers et aux ingé sons et à mon filmmaker, tu vois. Mon filmmaker, c'est le gars qui s'occupe de tout, ma DA visuelle, c'est-à-dire cover et tout ce qui va avec. Donc, avant que mon projet ne sorte, je paye mon beatmaker, je paye mon ingé son, je paye mon filmmaker. Tu vois? Mes collaborateurs sont payés avant que le projet ne sorte. Donc, tout l'argent qui doit revenir, parce qu'il y a cet aspect-là, il y a l'aspect artistique, mais aussi l'aspect business. Dans l'aspect business, je paye d'abord, et après, quand mon projet sort, tout ce qui revient comme rémunération, bah, c'est à moi à 100%. Parce que j'ai déjà payé mes collaborateurs. Maintenant, quand tu travailles, quand t'es un artiste écouté par des millions de personnes, ça devient assez compliqué parce que, il y a beaucoup plus de trucs à gérer. Actuellement, je gère tout seul parce qu'il n'y a pas grand chose à gérer. J'ai fait pas 6 mois de tournée. Tu vois, je suis mon community management moi-même. Mais quand t'es un artiste écouté par des millions de personnes, t'as beaucoup de dates, tu vois.
Donc, tu as moins de temps pour tes enregistrements en studio, tu as moins de temps pour écrire, tu as moins de temps pour travailler sur tes top lines. Ce qui fait que tout naturellement, tu ne t'appartiens plus totalement. Ta musique ne t'appartient plus. Tu dois être en tournée, en même temps en studio. Tu es épuisé mentalement. Pourtant, généralement, tu as signé un contrat et tu dois honorer ton contrat. Tu vois? Donc, tu es obligé de faire la tournée et d'enregistrer en même temps. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La maison de disques ou les labels s'organisent pour te trouver des top liners et des ghostwriters. T'as des top liners, t'as des ghostwriters. À la base, tu faisais tout toi-même. Tu vois, mais là, t'as des top liners, t'as des ghostwriters. Après, t'as des beatmakers. T'en as pas qu'un seul, t'en as beaucoup. T'as des ingés, tu vois. Et puis, ça dépendra aussi du contrat que tu auras signé. Si t'as un contrat de distribution, la major doit toucher une part sur ta distribution, tu vois. Tu dois avoir un contrat de licence, tu vois. Ce qui fait que, au final, quand ta musique doit sortir, elle n'engage plus que toi. Elle engage toute une équipe que tu dois payer. Et donc, il y a des familles qui commencent à vivre au travers de ce qui est ton travail à toi, ce qui est ton art initialement. Ton art n'est plus que ton art, ça devient ton travail. Mais au-delà de ça, ça devient le travail d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes derrière toi. Et donc, en termes de revenus, tu n'es plus payé comme moi, par exemple, j'ai 100% de mes revenus en termes de prestations, en termes de brands, tout ça. C'est à moi. Ça revient chez moi. Mais quand tu dois travailler avec une major, parce que écoutée par des millions de personnes maintenant, bah, tu ne payes plus argent comptant. Tu payes en termes de pourcentage. C'est comme ça que vous voyez à des artistes qui font énormément des streams et qui vendent énormément. Parce qu'il y en a encore en Europe qui vendent des CD, qui vendent du merch, mais qui financièrement ne sont pas assis. Bah, parce que ça c'est payé en termes de pourcentage. Et il y a toute une chaîne des personnes que tu dois payer derrière. Et dans ces conditions-là, naturellement, ta musique ne t'appartient plus. Mais il y a quand même des artistes qui arrivent à trouver un équilibre. Des gens comme Luigi, comme PNL, ils ont mis en place des systèmes qui permettent de garder le contrôle sur la création. Mais aussi, en termes de contrats, ils ont fait des contrats de distribution. C'est beaucoup plus flex parce que c'est vrai, il y a un pourcentage que la major prend en termes de distribution. Mais majoritairement, c'est sur du 70 pour l'artiste, 30 pour la major. Et avec un taux pareil, ta musique t'appartient encore. La musique t'appartient encore. Mais il est difficile d'être un artiste écouté par des millions de personnes et avoir totalement ou pleinement le droit sur ta musique. Donc, c'est un combat. C'est un combat qu'il faut mener. Qu'est-ce que tu préfères entre écrire une chanson avant d'avoir reçu la prod ou écrire après avoir reçu la prod? Et surtout, quelle est la raison de l'un et pas de l'autre? En réalité, moi, généralement, j'écris sans prod. Je peux écrire avec la prod. J'ai déjà écrit des chansons avec la prod. En fait, avec BGSQ, j'écris généralement avec des prods. Parce qu'on commence par là. L'exercice, il commence par avoir la prod, puis on écrit. Généralement. Mais moi, Jokimo, dans mes chansons, généralement, j'écris sans prod, juste pour gagner du temps. J'ai une top line, j'ai un flow où j'écris, puis je me pointe au studio, je rappe mon couplet, je rappe mon texte, quoi. Et les beatmakers, ils chopent le bas et on commence à monter le truc. Et il m'arrive même de concevoir la prod dans ma tête pendant que j'écris la chanson. Et quand j'arrive au studio, j'explique à mon gars, Johnem, vas-y, la prod, j'aimerais qu'elle soit comme ça, là-bas, tu mets ça, tu mets un saxo, tu me mets ça, tu me mets ça, tu me mets ça, et on fait la prod. Je gagne du temps en faisant ça. Je suis quelqu'un d'assez, je sais pas, parfois j'ai l'impression de courir derrière le temps, surtout quand il s'agit de ma musique, tu vois. Et donc, pour gagner du temps, j'écris, ensuite je fais la prod après. Mais si on m'envoie une prod pour que j'écrive dessus, ça me dérange pas. Les deux, ça me va, mais c'est juste pour gagner du temps, j'écris généralement avant. Quelle est la chose en quoi tu crois que les gens te prennent, c'est ça, non? Les gens te prennent pour un fou. Dieu. Tu crois en Dieu? Aujourd'hui, dans un monde qui ressemble à ce à quoi ça ressemble, il est difficile de voir des gens affirmer leur foi publiquement en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je crois en Dieu.
Et de plus en plus, c'est genre d'affirmations qui donnent l'impression que t'es faux ou l'impression que t'es arriéré. Mais moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Voilà. Si tu devais inviter un personnage à ta table, ce serait qui? Jésus. Simplement. Je pense que lui et moi, on a un tas de choses à se dire. J'ai beaucoup de questions pour lui. Je crois qu'il a beaucoup de réponses pour moi aussi. Et j'ai même hâte de pouvoir l'avoir en face de moi, quoi. Et penses-tu pas que l'effet que tu dises que tu vas pas faire de single ni de clip, c'est te limiter tout seul? Très belle question. Très belle question même. Non, pas tant que ça. C'est accepter de perdre le temps dans une certaine mesure. Je vais être long avec cette réponse. Pourquoi? Parce que par rapport à la consommation musicale dans laquelle nous sommes, l'ère dans laquelle nous sommes par rapport à la consommation musicale, tu vois, nous sommes passés d'un clip de 3 minutes 30 à un short de 15 secondes avec TikTok. Et l'exercice que moi je fais, c'est de passer de 3 minutes 30 à un format comme celui-ci, de 30, 45, voire 1 heure. Les buts, c'est quoi? C'est que avec un format court, on ne peut pas réellement créer de l'engagement auprès de l'autre. C'est ça le truc, c'est que ce que moi je veux, c'est que au-delà des auditeurs, je veux avoir des gens que j'appelle des convertis. Disons ces gens-là que moi j'appelle des psys. Des gens comme toi. Toi qui, quand je lance un appel comme ça, tu réponds à cet appel en posant ta question. Et ça demande d'avoir un certain niveau d'implication dans la chose. Tout le monde peut auditionner. À la portée de tout le monde. Les chansons sont sur toutes les plateformes de téléchargement, tout le monde, et des streamings. Tout le monde peut écouter, tout le monde peut streamer. Mais ce n'est pas tout le monde qui développe ces sentiments d'attachement et d'implication à la chose. Or, le but, pour moi, c'est arriver à créer une vraie communauté, une vraie fan base. Et ça passe par des formats comme ça. Et donc, quand je sacrifie le clip, c'est pour le remplacer par ces genres de formats où je peux échanger avec les gens comme ça. Là, ce sont des vraies personnes qui ont posé des questions. Tu vois, ça veut dire que ça marche. On n'est pas beaucoup, et les peu qui sont là sont réellement impliqués dans le bateau. Là où on aurait pu faire un clip, et j'ai déjà fait des clips aussi, où je peux avoir 3K, mais en termes d'implication, en termes de commentaires, en termes de retour sur la chose, tu as peut-être 10 commentaires. Quand tu fais un ratio 3K, 10 commentaires, tu te rends compte que le niveau d'implication n'est pas le même. Par contre, quand je regarde, par exemple, les retours après mes interviews, il est plus différent que celui avec un clip. Tu vois un peu? Et aujourd'hui, cette stratégie, elle paye. Elle met juste beaucoup plus de temps. Parce que avec ça, on touche un peu moins rapidement les gens, parce que les gens ont la flemme de regarder une vidéo de 40 minutes. Mais les 3-4 personnes qui arrivent à le faire, ils entrent dans la chose. Et comme le dit Damso, je préfère écouter 1000 fois par une personne qu'écouter une fois par 1000 personnes. C'est juste ces ratios-là sur lesquels je travaille. Mais merci pour la question. Très belle question. Seconde question. Y a-t-il de parties de toi que les psys ne connaissent pas, malgré que tu te livres dans tes EP? Ouais. Il y a même des parties de moi que moi-même je ne connais pas. L'être humain, il est tellement complexe, tu vois. Et c'est pour ça que chaque jour, je m'attelle à me connaître. Connais-toi toi-même. Et chaque jour, je m'attelle à ça. Chaque jour, j'essaie de connaître, d'entrer dans les profondeurs de moi, comprendre pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi j'ai réagi à ça comme ça. Et c'est un exercice de chaque jour. Donc oui. Quels sont les moments de ta vie où tu as failli abandonner ta carrière d'artiste? Il y en a eu plusieurs. Est-ce que même là, pendant que je suis en train de tourner ça, juste après, j'aurais envie d'abandonner? Est-ce même que avant de tourner là, j'ai eu envie d'abandonner? C'est pas évident être artiste, musicien. Être artiste tout court, c'est pas évident. C'est un milieu assez compliqué, vraiment compliqué, où ça demande beaucoup de force de caractère, tu vois, un état d'esprit d'athlète, beaucoup de spiritualité aussi.
et aussi un bon entourage. Tu dois avoir des gens qui arrivent à te pousser quand même quand c'est difficile, parce que c'est pas tout le temps facile. Plusieurs fois même j'ai arrêté. Plusieurs fois j'ai pensé à arrêter. Plusieurs fois j'ai pris des pauses. Mais tu vois, la musique et moi, tu vois, c'est comme je dis, on est mariés. Je sais pas si je vais vraiment un jour arrêter. Mais j'ai déjà pensé à arrêter plusieurs fois. Et je pense encore arrêter. Et j'y arrive juste pas. C'est une mauvaise habitude que je réitère, simplement. Dans les livres, tu dis, et toi, avant de poster bêtement, Shigoma réalise que c'est pas une traîne, c'est la vie des gens. Penses-tu que c'est bête de poster les atrocités qui se passent à l'Est sans réellement prendre conscience de ces atrocités, même si plus tard, ces posts dits bêtes, entre guillemets, peut attirer des personnes de bonne volonté qui puissent investir dans les associations qui aident les déplacés de guerre. Non, c'est pas que je trouve ça bête. C'est juste qu'à un certain moment, ça ressemble à une trend, tu vois. Je suis de ceux qui pensent que quand on ne ressent pas les choses, faut pas le faire. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Moi, je suis à Lubumbashi, dans le Katanga, et les gens avec qui je parlais, c'est une trend, en fait. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas la guerre. Parce qu'il y a des gens qui meurent pour de vrai. Et c'est peut-être le problème que j'ai avec cette guerre-là, c'est qu'au niveau de la communication, les autorités n'arrivent pas à nous réunir autour de la chose. Ici, on n'est pas en guerre. On a l'impression que ceux qui nous regardent à l'extérieur du pays, ils voient un Congo en guerre, mais nous-mêmes à l'intérieur du pays, on sent pas ça. Tu vois, or, c'est le pays qui est en guerre. Or, c'est réel, il y a des gens qui meurent. Mais les gens répètent la chose comme une trend, tu vois. Derrière, ça apporte ce que ça peut apporter en termes de visibilité, c'est cool. Gloire à Dieu. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que faudrait que les gens se sentent concernés par la chose. Tu vois? Faudrait qu'on arrive à ressentir la chose, qu'on arrive à comprendre que c'est réel ce qui se passe là. Et c'est pas une trend, c'est pas un dessin animé, c'est pas un film. C'est réel, il y a des gens qui meurent. Faudrait qu'on arrive à ressentir la chose dans notre chair, quoi. Tu vois? Et j'avais l'impression que les gens ne ressentaient juste pas ça, c'était juste effet de mode. Pour preuve, aujourd'hui, il y a plus de hashtag je suis Goma. Pourtant, les gens continuent à mourir. Mais regarde sur ton statut, tu vas voir que les gens n'émettent plus ça. La trend, elle est passée. Pourtant, la guerre n'est pas finie pour autant. Les gens continuent à mourir, tu vois. Parce que les gens n'ont pas vécu ça, les gens ne vivent pas la chose dans leur chair. C'est juste ça que je voulais dire, c'est que les gens meurent pour de vrai. C'est réel. Ok, dans un contexte comme celui de notre ville où les jeunes ne sont pas toujours réceptifs à la musique à thème ou à thématique intellectuelle, est-ce que tu te projettes à imposer ton art ici malgré tout, ou bien ton ambition est plutôt de t'exprimer dans un environnement où l'art est pleinement respecté et apprécié? Non, j'aimerais bien imposer ça ici. J'aimerais bien imposer ça ici. Tu sais, moi, je pense que dans la vie, il y a ceux qui sont des pionniers et ceux qui empruntent un chemin qui a déjà été tracé pour eux. Je suis né tel que je suis né. Ça aurait pas été dans la musique, ça aurait été dans un autre domaine. Et même les gens avec lesquels je travaille, les gens avec qui m'entourent, c'est des pionniers dans ce qu'ils font. Nous, quand on nous dit c'est impossible, c'est là que ça nous intéresse. Et donc, non, je pense que c'est possible. Nous pensons, parce que c'est même pas moi, c'est tout un courant aujourd'hui. Nous pensons que c'est possible d'imposer le style de musique que nous faisons. Et ça arrive déjà. Quand j'ai commencé, j'avais pas ces gens. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils seront encore plus nombreux. Et c'est un peu ça l'idée. Donc, non, je me vois pas aller sur d'autres cieux. C'est vrai que j'aimerais visiter d'autres cieux pour voir comment ça se passe et tout. Mais pas dans le cadre musical. Pour les vacances, vivre autre chose, oui. Mais en ce qui concerne ma musique, j'aimerais l'imposer d'abord ici. Après, on va voir ailleurs. Personnellement, mon pays préféré, c'est la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que je me vois vivre mes derniers jours, quoi. Mais avant, j'ai d'abord m'imposer ici. Et puis, j'ai parti là-bas, aller jouer à Didibé et puis Imra.
Ouais, c'est un peu ça les plans. C'est ça le plan. La prochaine question là. De qui, pourquoi le nombre 13? Pourquoi le 13? Parce que pour moi, le 13, ça symbolise la possibilité des choses. L'effet marquant du 13, c'est Jésus et ses 12 disciples, c'est qui fait 13. Je me suis toujours posé la question, comment un seul homme entouré de 12 personnes qui fait 13 a pu impacter le monde au point où 2000 ans après sa mort, aujourd'hui on parle encore de lui. C'est pour ça que Jésus, il me fascine, quoi. Tu vois. Et quand je vois le 13, moi je vois juste la possibilité. Pour moi c'est un signe. C'est juste pour dire que c'est possible. Tu vois. Et je suis attaché à ce signe. C'est comme ça que j'instaure quelque chose. J'aime le nombre 13. C'est pour ça que chaque 13 janvier, je sors un single. Il est significatif. C'est juste pour dire que, on a un plan pour cette année, pour se souvenir qu'on a un plan et que c'est possible. Le 13 janvier, on sort un single. Et le 13 janvier de chaque année, je sortirai un single. Le 13 janvier 2025, j'ai sorti Zeka en théorie. Le 13 janvier 2026, il y a un single, peut-être même un maxi single. Juste pour se souvenir que c'est possible. Peu importe ce qu'on se dit, tant qu'on se donne le moyen d'accomplir ce qu'on s'est dit, d'accomplir le programme qu'on a fait, c'est possible. C'est pas censé être facile, c'est censé être possible. Et c'est à ça qu'on joue, rendre les choses possibles, simplement. Bon, on y est, c'est la fin. Dernière question. Ah, vous m'avez gâté, vous. C'est quoi cette question? Est-ce que Jokimoon est en couple? Seriously? C'est quoi ça comme question? Non, je réponds à cette question au deuxième épisode, ok? Par contre, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose généralement, mais qu'on m'a pas posée ici. Pourquoi je ne pose pas sur des prods actuels, généralement, comme de la drill, de la sexy drill, ou ce genre de prod là, ou de la piano? Je pense, non. Je me bats pour rendre ma musique intemporelle. De la même manière dont moi j'écoute ma musique, la musique de Fally, assis au salon avec mon père, et que demain après demain, c'est-à-dire dans quelques années, je vais écouter cette même musique de Fally avec mon père, et puis avec mon fils, ou avec ma fille. J'aimerais que vous aussi, vous écoutiez ma musique avec vous, vos enfants et vos petits-enfants. Et donc, dans la forme, il est important que ma musique ne vieillisse pas. J'ai peur que des styles comme la piano, comme de la drill, comme de la sexy drill, passent avec le temps, que ce soit juste un effet de mode. J'estime que les contenus, c'est-à-dire le texte, ma musique, est assez importante pour s'inscrire dans la durée, au niveau du temps. Et c'est aussi pour ça que je refuse de me travestir, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque où on te dit, on t'accorde de l'audience, on fait en sorte d'avoir des gens qui t'écoutent, mais à condition que tu n'aies plus des messages. C'est-à-dire que on est d'accord pour te laisser être écouté par les gens, pour te permettre, pour élargir ta portée, que si tu n'as rien à dire. Je refuse de jouer à ces jeux. Je veux rester un messager, parce que j'estime qu'un artiste, c'est ça, c'est un réceptacle. Tu reçois des choses, tu dois partager ces choses, et j'ai fait en sorte que mon message s'inscrive dans le temps et sur la longueur. Alors, je fais attention au choix des prods. C'est comme ça que je ne peux pas poser, je ne me vois pas, en tout cas, poser sur des prods qui font ou qui feront effet de mode. La boom bap, elle sera là dans 50 ans, elle sera là dans 100 ans. Alors, je pense que c'est un bon moyen pour communiquer mon message. Donc, c'était un peu ça. J'étais ravi de vous recevoir chez moi. C'est chez moi à la maison. Pas de studio. Je voulais faire un truc, la musique fait maison, quoi. Alors, merci à vous pour vos questions. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao.